Voici l'histoire d'un crime d'amour-propre, un crime d'orgueil blessé. L'enquête sur le meurtre en 2014 à 7 dans l'Hérault de Patrick Isoire. C'est un récit que je tire tout droit d'un documentaire diffusé sur Planète Plus Crime Investigation, La grotte sanglante de Félix Ségé. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 23 juin 2014, un homme de 49 ans, Patrick Isoire, disparaît à 7 dans l'Hérault. Et on s'en aperçoit quand, le soir venu, il n'est pas là au spectacle de danse de sa fille Alabama. Qu'il soit pas venu voir Alabama sur scène, c'est impossible. Patrick, il n'aurait jamais manqué le spectacle de sa fille. Il a dû lui arriver quelque chose, un accident ou quoi, je sais pas, mais c'est pas normal. Patrick est divorcé, il vit chez sa mère. Et ce soir-là, il ne rentre pas non plus dormir à la maison. Et le lendemain matin, il ne se présente pas à son travail à l'hôpital de Sète, où il est chauffeur. Écoute, appelle son frère Marc, pour lui demander des nouvelles. Marc, celui qui est ostréiculteur, là? Bon, d'accord, je l'appelle. Le jour même, le frère va signaler la disparition de Patrick au commissariat de police de Sète. Bien, écoutez, j'ai pris bonne note de la disparition de votre frère. S'il réapparaît, ou si vous avez la moindre information à ce sujet, vous me rappelez. Entendu? À la sortie du commissariat, Marc appelle des amis et des collègues de son frère. Dit, tu peux nous donner un coup de main? L'idée, c'est de chercher sa trace d'ancêtre partout où on peut, quoi. Je peux compter sur toi? Et bien sûr que tu peux compter sur moi. Les copains se lancent à la recherche de Patrick dans toute la ville. Et l'un d'eux finit par tomber sur son scooter. Il est garé devant le cimetière marin, tu sais, le cimetière à Lepi. Celui où est enterré Brassens. Ok, bouge pas, j'arrive. Et quand Marc arrive sur place, ça se confirme, c'est bien le scooter de son frère. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Où est-ce qu'il est? Attends, je vais essayer de l'appeler encore sur son portable. Je crois que depuis hier, je l'ai appelé au moins 100 fois. Et la surprise, le téléphone de Patrick est dans le top case du scooter. Voilà pourquoi il répond plus depuis hier. Il y a aussi son blouson d'ailleurs. Le frère prend le téléphone, il remonte lentement les appels en absence, si nombreux depuis la veille, et il tombe sur le dernier appel auquel Patrick a répondu la veille, à 16h. Une certaine Audrey. Alors ni une ni deux, le frère l'appelle. Bonjour, vous êtes Audrey? Ici c'est Marc, le frère de Patrick Isoire. Il a disparu depuis hier, et je vous appelle parce qu'on vient de retrouver son scooter devant le cimetière de Lepi. Et dans le top case, il y avait son téléphone, alors j'ai regardé les appels, et vous êtes la dernière avec qui il a parlé. Vous avez une idée de où il peut être? J'en sais rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est vu hier après-midi devant le cimetière, justement. On a discuté un moment, et après on est repartis chacun de notre côté. C'est tout ce que je peux vous dire. Le frère rappelle tout de suite le commissariat et il leur donne les coordonnées de cette fille, de cette Audrey, laquelle est immédiatement convoquée. Bien, vous savez sans doute, madame, que Patrick Isoire a disparu. Et on me dit que vous l'avez vu le jour de sa disparition dans l'après-midi, c'est ça? Oui, vers 16h. Il sortait de son travail et on s'était donné rendez-vous devant le cimetière. Et vous êtes restés longtemps ensemble? Une vingtaine de minutes? Et après, on a marché 200 mètres jusqu'au rond-point de Vigneret. Et là, moi, j'ai pris le bus. Et Patrick, il est reparti en direction de son scooter. Après, moi, je sais pas où il est allé. Mais vous, madame, vous êtes arrivé comment devant le cimetière pour ce rendez-vous que vous aviez avec lui? C'est-à-dire que c'est un ami qui m'a déposé. Un ami? Et quel ami? Rémi, il s'appelle. Il est coiffeur. Il est coiffeur à domicile. Je vous connais, bande de rats d'égout. Je sais précisément ce que vous pensez à cet instant. Vous vous dites, cette fille n'est pas nette,
Ce rendez-vous devant un cimetière, c'est étrange. Pour se voir 20 minutes seulement, c'est étrange aussi. Et le coiffeur, que faisait-il là? Combien de fois est-ce que je vous ai expliqué qu'en matière criminelle, il faut être patient et ne jamais se hâter dans les conclusions? Une semaine plus tard, Patrick Isoire reste introuvable. Le parquet décide de confier l'enquête à la PJ de Montpellier. C'est le commandant Boris Verrières et ses hommes qui héritent du dossier. Et la première chose qu'ils font est d'entrer dans leur bécane les noms des différents protagonistes de cette disparition. Celui du disparu, Patrick Isoire, celui de la copine Audrey, et celui du coiffeur, Rémi. Et là, surprise. Ça alors? Je viens de tomber sur une affaire de juillet 2009. C'est pas une grosse affaire, hein. C'est un suicide. Figure-toi que la femme du coiffeur, Rémi, elle s'est pendue dans leur garage. Et alors là où ça devient intéressant, c'est que notre disparu, là, Isoire Patrick, figure-toi qu'il apparaît dans la procédure. Ah bon? Et dans quel cadre? Eh bien, il a été entendu comme témoin. Tiens. Mais l'enquête du parquet a conclu un suicide. Oui, ça je te le confirme. Je vais en toucher un mot au procureur de ça. Et le procureur, 5 ans après ce suicide, demande à la même équipe de la PJ de Montpellier de rouvrir le dossier de la femme du coiffeur. Et voilà ce qu'ils apprennent. Nadège, c'était son prénom, était agent d'entretien dans le même hôpital que celui où travaillait Patrick Isoire. Un soir, elle a profité d'une soirée entre collègues pour coucher avec lui. Elle est rentrée à 6 heures du matin, le coiffeur l'attendait de pied ferme, ils se sont disputés, Nadège a fini par avouer à Rémi qu'elle l'avait trompé avec Patrick, et du coup ce soir-là, ils ont fait chambre à part. Et le lendemain, quand Rémi s'est réveillé, il a retrouvé sa femme pendue dans le garage, et à côté sur l'établi, une lettre. Et elle est dans le dossier, cette lettre? Oui, je l'ai lue. Hein. Alors d'abord, elle n'est pas signée. Et ensuite, franchement, elle est bizarre, hein, pour une fille qui va se pendre. D'abord, pas un mot pour sa fille qui avait 11 ans à l'époque et qu'elle adorait. Et puis ça ressemble un peu à une lettre d'aveu, plus qu'à une lettre d'adieu. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à son mari, Rémi, pour lui dire « Je regrette de t'avoir trompé ». Et après, il lui explique ce qui s'est vraiment passé avec Patrick Isoire, que c'était surtout des caresses mutuelles, qu'après il y a eu une pénétration, c'est dans la lettre, hein, mais pas longtemps, dit-elle, et que Patrick n'a pas éjaculé. Donc on est d'accord que ça ressemble pas à la dernière lettre de quelqu'un qui va se suicider. En plus, d'après ce que j'ai compris, cette Nadège, c'était une fille très pudique, catholique, un peu coincée. C'était pas du tout le genre à raconter tous ces détails dans une lettre, qui plus est une dernière lettre. Et ce qui est intéressant, c'est que comme dans la plupart des affaires de suicide, il y a eu une autopsie. Est-ce que je peux vous lire les conclusions du médecin légiste? Un suicide est possible sans pour autant exclure l'intervention d'un tiers. Ah oui, à l'époque on a conclu un suicide, mais c'était pas sûr. Alors autre chose que j'ai trouvé dans le dossier de procédure à l'époque. Patrick Isoire, donc l'amant qui est notre disparu, il a été entendu 2 fois dans cette affaire de suicide. Et lui, il n'a pas raconté du tout la même histoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé d'un petit coup vite fait, bien fait, sans éjaculation et tout ça. Il a dit que Nadège était amoureuse de lui et qu'elle envisageait de quitter son mari, donc Rémi le coiffeur, pour Patrick Isoire. Ah oui! Du coup, allez savoir si ce suicide, qui pourrait ne pas en être un, n'est pas la toile de fond de la disparition, 5 ans plus tard, de Patrick Isoire. Un mari cocu qui se venge 5 ans plus tard. Il y en a une dont le rôle reste mystérieux pour l'instant. La fameuse Audrey, avec laquelle Patrick avait rendez-vous juste avant de disparaître. Les policiers ne tardent pas à comprendre que petit 1, elle couchait avec Patrick Isoire, et que petit 2, elle a aussi couché avec Rémi, qui coupait les tifs de ses enfants. À part ça, elle a 39 ans, elle est au RMI, et elle a 2 enfants de pères différents. Elle s'est convertie à l'islam, et se fait désormais appeler Amina.
Elle est amoureuse d'un rappeur sénégalais qu'elle n'a jamais rencontré, mais avec qui il échange sur les réseaux sociaux. Et en attendant, elle s'est fait graver son nom sur le bras. Drôle de gonzesse. Les policiers de la PJ de Montpellier ont placé tout ce petit monde sur écoute. Et maintenant, ils examinent les relevés de leurs portables respectifs. Et c'est bien intéressant. Alors bon, d'abord, Audrey et Rémi, ils se sont appelés pendant des mois, et alors plus rien depuis la disparition de Patrick Isoire. Deuxième chose, si on regarde à la manière dont les coups de fil se sont enchaînés ces dernières semaines, on voit toujours la même mécanique. Rémi appelle Audrey, et Audrey, dans la foulée, contacte Patrick. Toujours dans cet ordre-là. Ce qui peut laisser penser que Rémi donnait des instructions à Audrey, qui prenait ensuite contact avec Patrick. Une semaine après la disparition de Patrick Isoire, voilà à quoi sont arrivés les policiers de la PJ. Il est peut-être temps de les placer en garde à vue, les deux loustiques. Alors, monsieur Rémi Chesne, hein, c'est ça votre nom? C-H-E-S-N-E. Ok, vous êtes placé en garde à vue pour des faits d'enlèvement et de séquestration commis le 23 juin sur la personne Patrick Isoire. Oh ben c'est nouveau ça. Mais j'ai strictement rien à voir avec ça, moi. Le coiffeur a l'intention de faire le mariole. Alors voyons comment va se comporter son amie Audrey Louvet. Elle a l'air plus tendre. Bon, mademoiselle, on n'y croit pas, hein, à votre histoire. Vous dites qu'il s'agit de votre deuxième rencontre avec le disparu, et vous lui donnez rendez-vous à l'entrée d'un cimetière pour 20 minutes seulement. Enfin, sérieusement, il va falloir nous dire la vérité maintenant. Tout est incohérent dans votre témoignage. Mais la fille ne lâche rien. Et elle répète comme une leçon apprise par cœur qu'elle a quitté Patrick après 20 minutes et qu'elle ne sait pas où il est allé ensuite. Retour dans le bureau où Rémi Chesne est interrogé. Bien, nous avons déterminé, monsieur, en examinant votre portable et celui de Louvet Audrey, votre amie, que vous avez échangé beaucoup de SMS ces derniers temps, et malheureusement sur votre portable et sur le sien, les messages ont été effacés. Et pourquoi? C'est normal. Moi, j'efface toujours mes messages. Toujours. On a trouvé sur votre téléphone tout un tas de messages très anciens que vous n'avez pas effacés. Décidément, il n'y a rien à tirer de cette tête de mule. Les policiers décident alors d'organiser une sorte de reconstitution sur place, à 7. Quel chemin ont pris l'un et l'autre pour aller jusqu'au cimetière? Où Rémi a-t-il déposé Audrey? Et qu'ont-ils fait après? Bon, alors je vous explique. Ce jour-là, je suis d'abord allé vider un local que je suis en train de vendre sur le quai de 7. Je me suis aperçu que j'avais oublié les clés du local, et donc j'ai fait demi-tour. Et à un arrêt de bus, j'ai vu Audrey. Donc je me suis arrêté pour lui proposer de la déposer là où elle allait. Et c'est comme ça que je l'ai amenée jusqu'au cimetière. Rien de plus. Et après, vous avez fait quoi? Et après, je suis allé voir une cave dont j'avais vu qu'elle était à vendre sur le Mont-Saint-Clair. Alors vous allez nous y amener, hein, à cette cave. Et les voilà sur place, au Mont-Saint-Clair. Dites-moi, monsieur Chesne, on voit parfaitement l'entrée du cimetière d'ici, hein. C'était à l'endroit où se trouvait Patrick Isoire et votre amie Audrey, que vous veniez de déposer. À part dire, on voit toute la ville d'ici. Vous n'allez pas m'accuser de tout ce qui s'est passé ce jour-là à 7. Et voilà. Les policiers n'en tirent rien de plus. C'est-à-dire pas assez pour que la juge d'instruction mette les deux loustiques en examen. La garde à vue est arrivée à son terme. Ils rentrent chez eux. Mais l'enquête se poursuit. Et réinterrogé, le frère de Patrick Isoire, Marc, signale aux policiers l'existence d'une grotte pas très loin du cimetière, la grotte du Ramassis. Les flics décident d'aller sur place avec des lampes torches. Premier constat, la grotte est squattée, mais elle est profonde. Et en s'avançant vers le fond,
et ils sentent une odeur de charogne. Et ils finissent par tomber sur un cadavre. Un cadavre en partie carbonisé. Le médecin légiste débarque. Il a reçu une balle de fusil de chasse en pleine tête, votre gars. Vous pouvez m'aider à retourner le corps ? Il a un tatouage sur l'omoplate, un tatouage qui représente le chanteur américain Jim Morrison. C'est bien Patrick Isoire. Ce que je pige pas, tu vois, c'est que ça, là. C'est le mode d'exécution du grand banditisme. Et ça colle pas du tout à le décor de notre enquête. Le gars, c'était un agent hospitalier, et on pense qu'il aurait pu être tué par le mari de sa maîtresse qui s'est pendu il y a 5 ans. Ça colle pas. L'autopsie révèle que ça n'est pas un, mais 2 coups de fusil que Patrick Isoire a pris dans la tête. Alors le premier coup, vous voyez, il a été tiré dans l'œil, et le second ici, dans la clavicule. Et la mise à feu du corps, docteur, elle a été faite post-mortem. Alors, Patrick Isoire a-t-il évolué d'une manière ou d'une autre dans le milieu du grand banditisme ? Les policiers explorent ses comptes en banque, son train de vie. Est-ce qu'il avait des dettes ? Est-ce qu'il était en contact avec des criminels ? Est-ce qu'il consommait ou vendait de la drogue, des armes ? Aucune trace de tout ça. Ah si, les gars, si, il y a un truc qui pourrait le rapprocher des truands. Patrick Isoire jouait aux cartes toutes les semaines, au poker. Mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, la seule mise, c'était le prix du dîner qui suivait. Ça va quand même pas chercher bien loin, hein. Bref, Patrick Isoire n'avait rien d'un voyou. Retour à la piste intime. À ce stade, il faudrait absolument savoir ce qu'Audrey Louvet et Rémi Chêne se disaient dans les nombreux SMS qu'ils s'échangeaient. Ils les ont effacés. Mais est-ce qu'on peut les retrouver quelque part ? Les policiers de la crime de Montpellier demandent l'aide du FBI américain. Si. Yes, they had both an iPhone. So could you ask to Apple to give us the content of their exchanges? Les 2 oiseaux ont des iPhones et les flics veulent demander à Apple de leur filer le contenu des SMS. Autant prêcher dans le désert, puisque Apple a toujours promis l'inviolabilité de ses téléphones. Et donc, il n'y a pas de suite. Le SRPJ commande alors de nouvelles expertises sur les téléphones de Rémi Chêne et d'Audrey Louvet. Et l'expert étudie le dictionnaire des 2 téléphones. Vous savez, ces mots que vous pouvez ajouter si le correcteur d'orthographe ne les connaît pas. Bon, alors j'ai identifié plusieurs mots qui ont été ajoutés par les utilisateurs, notamment les mots alibi, attiré, enflammé, essence, cartouche, réinitialisé et vignoré. Très intéressant. Mais pas assez selon la juge pour mettre les 2 zigotos en examen. Ça fait 1 an et demi que l'enquête patine. Et le frère de Patrick, Marc, veut la relancer. Et donc il décide de participer à l'émission de l'inénarrable Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. C'est bien utile, parce qu'après l'émission, une femme appelle. Elle dit avoir des révélations à faire, mais elle refuse de donner son numéro. La production de l'émission fait quand même passer l'info à la PJ, qui, naturellement, à partir de l'appel, parvient à identifier la femme qui a appelé. Bon, alors il s'agit d'une certaine Sophie qui habite à Lunel, et ça peut être intéressant, ça, parce que c'est là qu'Audrey Louvet a décidé de s'installer il y a quelques mois. Et d'après l'adresse, cette Sophie serait sa voisine. Donc elle peut avoir des trucs intéressants à nous dire, cette fille. La tête de Sophie, quand elle voit débarquer une équipe de la PJ chez elle. Elle semble être morte de trouille. C'est-à-dire que Audrey, elle habite à côté de chez moi et comment dire, bon, on a sympathisé. Et je suis devenu un peu sa confidente, vous voyez ? D'accord.
Et si vous nous disiez tout de suite quelle révélation vous avez à nous faire. Mais Sophie tourne autour du pot. Elle n'a pas l'air prête à parler. Bon, écoutez, madame, voici ma carte. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez m'appeler à ce numéro quand vous voulez. D'accord ? Le week-end s'écoule, et le lundi, Sophie appelle le commandant Verrières de la PJ. J'ai bien réfléchi. Je suis prête à vous parler. Il faudrait que vous reveniez me voir. Retour à Lunel. Audrey, elle m'a parlé plusieurs fois de l'affaire Isoire. Et après l'émission à la télé, là, elle a été un peu plus précise. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Elle m'a dit qu'elle avait bien rendez-vous avec Patrick Isoire, qu'elle l'avait amené à la grosse du Ramassis, à la demande de son ami coiffeur. Et après, elle n'est pas rentrée dans tous les détails, mais elle m'a dit que ça s'était mal passé. Voilà un témoignage en or. Rémi Chêne et Audrey Louvet ayant passé 48 heures en garde à vue, c'est donc directement chez la juge d'instruction qu'ils se retrouvent. Bien. Alors je vous informe de mon intention de vous mettre en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort et assassinat, et de demander un mandat de dépôt à votre encontre. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer de manière spontanée ? Je vous écoute. Audrey Louvet maintient ce qu'elle a toujours dit à la police sur sa rencontre avec Patrick Isoire, c'est-à-dire qu'elle a passé 20 minutes avec lui et qu'après, ils se sont séparés. Et Rémi Chêne redit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Ce jour-là, j'ai croisé Sophie par hasard et je lui ai rendu service en la menant à son lieu de rendez-vous. Point barre. Pendant des semaines, les deux maintiennent leur version devant la juge. Jusqu'à ce que la magistrate décide de confronter Audrey Louvet au témoignage de sa voisine, Sophie. Et là, elle ne peut plus reculer. Bon, voilà ce qui s'est passé. Rémi, il m'avait parlé d'un problème qu'il avait avec Patrick, parce que l'autre, il lui devait l'argent. Et donc, il m'a demandé de l'aider. Rémi, il avait repéré la grotte depuis longtemps. Il m'avait dit qu'il fallait que j'y amène Patrick, et que sur place, il y aurait deux hommes de main, et qu'ils allaient rappeler à Patrick la somme qu'il lui devait. Mais quand je suis arrivé dans la grotte, il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait que Rémi, et il avait un fusil. Et là, Rémi m'a demandé de partir, et de le laisser seul avec Patrick. Et moi, je vous jure que je ne savais rien de ce qui allait se passer après. Rien. Et comment est-ce que vous avez mené Patrick Isoire jusqu'au fond de la grotte ? C'est-à-dire que je lui ai promis une petite gâterie, quoi. Dans la foulée, la juge ordonne une reconstitution sur place, dans la grotte. Elle dure tout l'après-midi et une partie de la soirée. Bon, allez-y, monsieur Chêne. Entrez dans la grotte, allez-y. Je vais pas me mettre dans la grotte, puisque j'y étais pas. Audrey Louvet, elle, se prête au jeu de la reconstitution. Elle entre dans la grotte en larmes, et elle explique avec tous les détails ce qui s'est passé. Quand on est rentré dans la grotte avec Patrick, il y avait personne. Et puis j'ai entendu quelqu'un arriver derrière nous. C'était Rémi. Et il avait un fusil. Et il a commencé à nous menacer avec. Il a pointé le canon vers moi. Il m'a dit, si tu vas pas au fond de la grotte, je te bute, toi et tes enfants. Et donc on est allé au fond de la grotte. Bon, allez-y. Hein, avancez jusque là où vous dites qu'il vous a amené. Et puis vous refaites les gestes que vous avez faits ce jour-là. Eh bien, quand on est arrivé au fond, il m'a tendu un rouleau de scotch et il m'a demandé d'attacher Patrick. Et je l'ai fait. Et après, eh bien après il m'a dit, tu prends tes affaires et tu te casses. Va m'attendre là où je t'ai demandé à m'attendre. Et c'est tout.
Rémi Chesne reste mise en examen pour assassinat et Audrey Louvet se retrouve mise en examen pour complicité d'assassinat. Et en juin 2020, elle est remise en liberté. Le procès de Rémi Chesne et Audrey Louvet s'ouvre en janvier 2021 devant les assises de l'Hérault à Montpellier. Pour se défendre, Rémi Chesne, qui a choisi de jouer les innocents, a embauché un ténor du barreau de Lille, maître Franck Berton. De son côté, le commandant Boris Verrières du SRPJ a carrément pris une semaine de congé avant le procès pour bien préparer son audition devant la cour d'assises. Il a relu le dossier de fond en comble. Il le maîtrise sur le bout des doigts parce qu'il sait que ce dossier est fragile. Il n'y a pas de preuve ADN, il n'y a pas de preuve balistique. Il ne s'appuie que sur un faisceau de présomption. Et donc pendant une demi-journée, le commandant défend son dossier à la barre. Mais en face, Rémi Chesne ne bouge pas d'un iota. Notez bien qu'il n'est jugé ici que pour le meurtre de Patrick Isoire. L'étrange suicide de sa femme n'est pas au programme. Même s'il est en toile de fond, et même si Rémi Chesne semble prêt à faire quelques concessions sur ce dossier. C'est vrai que j'étais surpris par la lettre de Nadège, la lettre qu'elle a laissée quand elle s'est pendue. Et j'étais surpris notamment qu'elle n'ait pas eu un mot pour sa fille. Mais le témoignage de l'expert psychiatre est redoutable pour lui. Je dirais qu'il s'agit d'un crime d'amour-propre, un crime longuement ruminé, lié en quelque sorte à un orgueil blessé, et une obsession de vengeance. Et puis à un moment, face aux dénégations de Rémi Chesne, Audrey Louvet finit par craquer. « Mais vas-y Rémi, dis la vérité. C'est à ton tour de parler. Je te déteste. » Peine perdue. Le vendredi 29 janvier 2021, Rémi Chesne est reconnu coupable de la séquestration et de l'assassinat de Patrick Isoire. Il écope de 30 ans de réclusion criminelle. Audrey Louvet, elle, qui compare est libre, est condamnée à 12 ans et retourne donc à la maison d'arrêt. Aucun des deux ne fait appel. Ce qui peut être compris comme un aveu de culpabilité de la part de Rémi Chesne. J'ai tiré cette histoire du documentaire diffusé par Planète Plus Crime Investigation, La grotte sanglante, de Félix Ségé. Pour débriefer cette histoire, tout simplement, le patron des flics qui a conduit cette enquête à l'époque, Boris Verrières, vous étiez le directeur d'enquête dans ce dossier de la PJ de Montpellier. Est-ce que vous avez, comme nous, une sorte de frustration à l'issue de cette affaire, puisqu'on ne connaît pas vraiment, ou on n'est pas certain du mobile? Écoutez, une frustration, oui, certainement. Maintenant, le mobile, on sait que c'est lié au décès de Nadège Chesne, et en tout cas de la relation qu'elle a pu avoir avec Patrick Isoire, on n'en doute pas. Maintenant, la frustration, on va dire qu'elle est plus dans les petits détails où on aurait aimé avoir toutes les explications comme on aime les avoir quand on est lucide d'une affaire criminelle. Mais il s'est quand même écoulé 5 ans. C'est ça qu'on a un peu de mal à croire, parce que un crime de vengeance commis comme ça, dans la foulée, elle se serait suicidée, puis une semaine après, il serait allé buter Patrick Isoire, ok. Mais là, 5 ans après, c'est donc un type qui a maturé tout ça pendant des mois et des mois et des mois. Effectivement, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est que déjà, je pense qu'il fallait qu'il puisse mettre au point sa vengeance, et que le dénominateur commun dans cette histoire, c'est Audrey Louvet. Reste à déterminer justement le moment où il a pu s'apercevoir qu'il allait pouvoir utiliser Audrey Louvet comme appât. Vous iriez jusqu'à dire que Audrey Louvet devient sa maîtresse juste pour qu'il puisse l'instrumentaliser le moment venu ?
Non, non, non. Je pense que ça, c'est vraiment une relation qui s'est faite par hasard. Et en fait, c'est, si vous voulez, l'explication pour nous qui va pas jusqu'au bout, c'est peut-être effectivement le moment où Rémi Chesne a compris que Audrey Louvet connaissait Patrick Isoire également. Puisque en fait, c'est Audrey qui en parle, hein, forcément, en nous disant que c'est finalement Rémi qui lui disait qu'il avait des dettes à recouvrer et que il lui montre la photo de la personne qui lui doit cet argent. Ouais. Et qu'Audrey lui dit mais je le connais, c'est Patrick Isoire. Et lui dit tu vois, c'est un signe du destin. Moi je pense que à ce moment-là, par contre, je pense plutôt que ça a été une mise en scène de Rémi. Et que c'est pas du tout un hasard, mais voilà, forcément c'est Audrey qui l'a perçu comme ça et qui s'est pas aperçue à ce moment-là qu'elle se faisait instrumentaliser, puisque de toute façon on a bien vu que la personnalité de Rémi Chesne, c'était de s'entourer de personnes faibles pour pouvoir mieux les dominer. Ce que j'entends donc, c'est au fond la rencontre avec Audrey ouvre une opportunité 5 ans après et il l'a saisie pour se venger. Il l'a saisi pour se venger et j'allais vous dire le deuxième élément qui explique aussi tout ce temps qu'il y a eu pour maturer et mettre au point cette vengeance, c'est qu'en fait Rémi, il a aussi une fille. Il a une fille qui a perdu sa maman jeune et en fait d'ailleurs quand moi je vais l'interroger en garde à vue et que je vais évoquer avec lui toute cette histoire et savoir pourquoi il n'est pas allé trouver Patrick Isoire après le décès de sa femme, après qu'il ait appris qu'il y a eu une relation adultère avec lui. Comme ça, ce qui va me lâcher, c'est me dire non mais je voulais pas faire de conneries et je voulais pas que ma fille soit placée à la DAS. Mmh. Et en fait, si vous voulez, ça c'est vraiment déterminant puisqu'en fait, quand Nadège décède, leur fille est vraiment très jeune et par contre, quand Rémi va se venger et tuer Patrick Isoire, là, sa fille est majeure. Ouais, donc elle est autonome. Avis, elle est autonome. Ouais. Voilà. Il est dégagé de l'hypothèse de la DAS, quoi. Exactement. Alors, le rôle d'Audrey Louvet dans ce dossier, moi je note quand même qu'elle prend 12 ans de prison pour complicité d'assassinat. C'est assez lourd pour complicité, alors même que, quand même, c'est elle qui permet la résolution de cette affaire et la condamnation de Rémi Chesne. Pourquoi est-ce que on n'en tient pas compte d'après vous? Évidemment, vous n'étiez pas président de la cour d'assises ni juré. Oui, exactement. Bon, après, moi, je pense qu'on en a tenu compte, même si finalement le verdict a même été au-delà des réquisitions de l'avocat général. Mais bon, quand on est complice, selon la loi, on est passible des mêmes peines que l'auteur, hein, il faut le savoir. Après, c'est sûr que Audrey a eu un rôle déterminant dans la résolution de l'enquête, puisque c'est un témoignage qui est accablant pour Rémi Chesne et un témoignage d'autant plus important qu'il est auto-incriminant. Puisque c'est facile de témoigner si ça engage pas sa propre responsabilité d'accuser les gens. Mais là, en l'occurrence, comme on dit, elle se met dedans également. Hein. Ouais. En pleine connaissance de cause. Enfin, elle se met dedans. Voilà. Elle se met dedans. C'est parce que sa copine, sa voisine, lui force un peu la main quand même. Oui, mais bon, alors elle aurait pu finalement nier jusqu'au bout, hein, comme Rémi Chesne. On ne sait pas ce qu'il serait devenu dans ces cas-là. Mais ensuite, je pense que le raisonnement aussi qu'on peut faire, hein, c'est de se dire, certes, elle ne l'a pas tué, certes, moi, j'ai quand même la conviction qu'effectivement, elle n'avait même pas conscience de ce qui allait arriver à Patrick Isoire. Vous la croyez là-dessus ? Oui, parce vu son caractère. Dit, ouais, il m'a amené au fond, mais moi je savais pas, je pensais qu'ils allaient juste régler un petit compte comme ça. Oui, moi je pense que elle savait il allait se prendre une avoinée, voilà, quelque chose comme ça, mais que ça, elle a pas la personnalité, on va dire ce courage non plus de pouvoir être confrontée à la mort d'une personne, et en plus il faudrait quand même qui est un intérêt pour elle, qui n'était pas de cet ordre-là, si vous voulez. Nous, on a pu déterminer que certainement Rémi a dû lui donner entre 100 et 200 euros pour la remercier de ce service. Ah, d'accord. Mais en fait, je pense que le raisonnement, ça a été de dire aussi, malgré tout, sans Audrey Louvet, ce jour-là, il n'y a pas de meurtre.
Effectivement, cette question, moi, qui me surprend beaucoup, c'est-à-dire que Audrey Louvet est donc à cette époque-là amoureuse d'un rappeur sénégalais qu'elle n'a jamais vu et dont elle porte le nom tatoué sur son bras. Ça dit quoi de la personnalité de cette fille-là? De la crédulité? Bah, écoutez, pour nous, c'est vraiment une fille complètement paumée. Hein. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Comme familièrement, on dit que c'est une pauvre fille. Ouais. Elle a plus aucun repère. Ces gamins, les élèves, on peut pas dire non plus que ça soit une bonne mère. Elle est en quête d'amour, mais voilà, c'est toujours assez désespéré. Et c'est quelqu'un qui est, voilà, elle est perdue. Elle est pas très intelligente non plus. Parce que le rappeur sénégalais, c'est un brouteur, ou pas? Ah non, même pas. Non, c'est nous. On a rencontré parce qu'évidemment, au cours de l'enquête, on a fait l'environnement de tous les protagonistes. Donc lui, on a même pu le rencontrer, l'entendre. Et effectivement, c'est un rappeur qui est vraiment pas connu, j'ai envie de vous dire, de seconde zone. C'est pas son activité principale, mais il fait des petits clips sur Internet. Et voilà, elle l'a connu comme ça. Elle en est tombée amoureuse. Mais lui est installé en France. Hein, il cherchait pas du tout à lui soutirer. D'accord, une relation. Il n'est pas au Sénégal. Il n'est pas au Sénégal. Non, pas du tout. Alors, le suicide de Nadège, la femme de Rémi Chesne, elle est en toile de fond de toute cette histoire, puisque c'est le mobile, en vérité. Est-ce qu'il a été question, à un moment donné, de faire tomber Rémi Chesne aussi pour cette histoire qui pourrait être un meurtre? Écoutez, pour moi, c'est un petit peu délicat de m'exprimer sur cette affaire-là. Alors, certes, elle a été plus qu'évoquée aux assises, et certes, j'ai également dirigé l'enquête préliminaire à la demande du procureur de Montpellier pour réouvrir cette affaire. Mais ensuite, quand on a senti que c'était quand même assez compliqué, même juridiquement, une fois que Rémi et Audrey aussi étaient mis en examen, et de devoir les entendre sur ces faits-là qui étaient différents mais qui pouvaient se recouper. Et donc on a demandé déjà nous à ne pas être chargé de la poursuite de l'enquête sur commission rogatoire. Même si j'ai pu faire un rapport de synthèse à l'issue de l'enquête préliminaire. Et il faut savoir que cette information judiciaire est toujours en cours. Donc, d'accord, d'où votre moi, prudence. Si vous voulez, de m'exprimer. Voilà. Donc il y a une hypothèse dans laquelle, à un moment donné, Rémi Chesne peut être sorti de détention et mis en examen dans ce dossier-là. Tout à fait. C'est une hypothèse. À votre avis, d'ailleurs, on passe souvent à côté de meurtres dans les affaires de suicide? Souvent, je saurais pas vous dire. Je peux juste vous dire qu'effectivement, ça peut arriver. Et moi, je ne jetterai pas la pierre au commissariat de Sète, hein, même si il y a forcément eu, avec le recul, c'est facile de dire il y a eu des manquements dans l'enquête, des ratés, etc. Mais après, il faut comprendre que les enquêteurs de commissariat ont une charge de travail assez incroyable, que des suicides, c'est quasiment quotidien. Voilà, donc en fait, c'est compliqué de diligenter une enquête de suicide comme si ça allait être forcément une affaire criminelle. Oui. Pour terminer, il y a une anecdote, moi, qui m'a bien intéressé et qui vous concerne, c'est que vous prenez une semaine de congé avant le procès pour réviser votre dossier. C'est courant, ça? C'est pas exceptionnel, j'ai envie de vous dire, peut-être pas une semaine, mais c'est vrai que j'ai des collègues qui forcément prennent des jours de congé, puisque c'est pas, l'administration va pas vous donner du temps libre pour réviser. Nous, on sait très bien que toutes ces années d'enquête peuvent être réduites à néant si aux assises ça se passe mal, puisqu'en fait aux assises on repart de zéro. On sait qu'on va être attaqué sur nos investigations. On sait que certains avocats vont pas hésiter même à sortir des mensonges. Donc il faut pas douter de ce qu'on a pu faire. Il faut vraiment être au clair et pouvoir répondre avec assurance. Oui, d'autant plus qu'entre-temps, vous êtes passé à autre chose. C'est-à-dire, à la fin entre la fin de l'instruction et la programmation du procès d'assises, peut s'écouler par les temps qui courent, quoi, un an et demi, 2 ans? Oh, bien plus que ça. Et d'autant plus que là, ça a été reporté à 2 fois. La première fois parce que l'un des avocats de la défense n'était pas disponible. Et ensuite, il y a eu l'épidémie de Covid qui a reporté de quasiment 1 an le procès. Et il est hors de question de dire devant la cour d'assises, quand on est patron de l'enquête, je me souviens plus, quoi. Ah bah oui, après, j'ai envie de vous dire, on n'est pas des machines, on n'est pas... et puis bah si on sait pas, on sait pas, mais
forcément, ça fait pas bon effet. Mais après, j'ai envie de vous dire, dans une procédure criminelle où il y a tant d'actes qui sont rédigés, c'est quand même compliqué de pouvoir se souvenir de tout. Merci beaucoup, commandant Verrières, à l'époque au SRPJ de Montpellier, directeur de cette enquête passionnante concernant le meurtre de Patrick Isoire en 2014 à Sète. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.